Comment vous vous appelez? Madame Cerdera, Virginie Cerdera, Vous êtes prof de l'histoire, de géopolitique, prof de quoi? d'histoire-géographie et de MC. D'accord. Donc, on a écrit les questions parce qu'on va faire un article sur le féminisme et on aimerait que vous nous éclairiez sur la partie historique et définition. D'accord, très bien. Donc déjà, depuis combien de temps vous exercez votre profession? Alors, j'exerce ma profession depuis 2007. D'accord. Vous avez toujours été à Briançon ou pas? Non, j'ai pas toujours été à Briançon. J'ai commencé à enseigner dans les Bouches-du-Rhône. Donc j'ai été titulaire sur zone de remplacement, c'est-à-dire remplaçant dans plusieurs collèges et plusieurs lycées. Et après, j'ai enseigné 6 ans à l'université pendant que je faisais ma thèse. Et après, j'ai été à Briançon. D'accord. Est-ce que votre mère, grand-mère ou même arrière-grand-mère étaient scolarisées? Oui. Toutes? Alors en fait, c'est une bonne question. Ma mère, oui. Ma grand-mère et mon arrière-grand-mère, je n'en sais rien, à vrai dire. Ah, d'accord. Voilà, je sais pas. Alors, comment, quand et pour quelle raison principale est né le féminisme? Alors, le féminisme, tel que... En fait, ce que je vous propose, c'est peut-être de revenir sur l'histoire du mot. D'accord? Parce que vous savez que quand un mot apparaît, il vient pour désigner une chose, il vient pour désigner un concept, mais ça ne veut pas dire que la chose n'existe pas avant. Donc souvent, la chose, elle va précéder le mot. Donc ça veut dire que là, je vais vous dire à quel moment apparaît le mot, mais en fait, le féminisme existait avant ça. Donc le mot, il apparaît dans la seconde moitié du 19e siècle, sous la plume de Alexandre Dumas, fils. Donc Alexandre Dumas, c'est l'auteur des Trois Mousquetaires, et donc là on parle du fils, et le fils qui aurait utilisé le terme de féminisme comme un néologisme en désignant les féministes, mais il le fait de manière un peu négative. C'est en 1872 qu'il utilise le terme pour la première fois, et il l'utilise de manière un peu justement péjorative. Et c'est 10 ans plus tard que une autre auteure, Hubertine Auclair, utilise cette fois-ci à nouveau le terme de féminisme dans un sens positif, donc pour désigner cette fois-ci la lutte pour l'amélioration de la condition féminine. Ça veut dire qu'avant ça, il y a déjà des penseurs, des auteurs qui ont des postures féministes, c'est-à-dire qui luttent pour l'amélioration de la condition féminine, de la place de la femme dans la société et des droits des femmes, mais le terme n'est pas utilisé tel quel. Et au moment où apparaît le féminisme, il apparaît aussi le terme féministe? Les termes arrivent ensemble ou il y a un temps? Les mots féminisme et féministe, oui, ça arrive en même temps. C'est-à-dire que, par exemple, Alexandre Dumas, lui, c'est le terme féministe qu'il utilise d'abord. Je vous donne la citation. « Les féministes, passez-moi ce néologisme, disent « Tout le mal vient de ce qu'on ne veut pas reconnaître que la femme est l'égale de l'homme, qu'il faut lui donner la même éducation et les mêmes droits qu'à l'homme. » Mais il se détache, lui, de ces féministes dont il parle. D'accord. Mais si le féminisme, à l'époque, n'était pas appelé féminisme, comment on pourrait le définir? Alors, donc là, il y a un consensus chez les historiens. Il y a presque un consensus, c'est-à-dire que la majorité des historiens, ils s'accordent pour dire que tous les mouvements et les travaux qui sont accomplis pour obtenir des droits pour les femmes doivent être considérés comme des mouvements féministes, y compris de la part de personnes qui ne se revendiquent pas comme féministes. D'accord? Donc ils disent, si quelqu'un agit de manière à améliorer les droits des femmes, c'est un féministe, même si lui ne se revendique pas comme féministe. Alors que certains historiens, et c'est une minorité, vont considérer que le terme ne doit s'appliquer qu'au mouvement féministe moderne et assez continuateur. Donc quelque chose qui est assez récent, plutôt 20e, 21e siècle. Mais donc avant, tous les mouvements faits pour améliorer un petit peu les droits des femmes, on les nommait comment? Il n'y avait pas de terme, et il n'y a pas justement de mouvement global. Il peut y avoir des actions individuelles. Et il faut savoir que même quand le féminisme... En fait, le féminisme, au moment où va apparaître le mot, c'est parce que ça veut dire qu'il y a un mouvement qui est en train de se structurer. Et il va y avoir des choses qui se pensent, et des choses qui s'organisent, etc. Et en fait, il faut comprendre que même quand le mouvement il commence à se structurer, c'est quelque chose d'assez complexe et qu'il y a des féminismes. On peut parler d'un seul féminisme. Ça veut dire qu'au sein du féminisme, il va y avoir des tendances différentes. Il va y avoir des tendances qui peuvent être amenées à s'opposer.
D'accord. Comme l'égalité entre l'homme et la femme et la supériorité des femmes, par exemple. Par exemple, mais ça peut tenir à d'autres choses. Par exemple, c'est plus tard, mais c'est en 1968, je crois que il y a une journaliste du New York Times qui explique qu'il existe des vagues de féminisme. Et elle va périodiser. Donc elle périodise de manière rétrospective. C'est-à-dire que une fois qu'elle considère que la deuxième vague de féminisme a commencé, elle désigne ce qui a précédé comme étant la première vague. Et donc, dans la première vague de féminisme, il va y avoir deux mouvements distincts. Il va y avoir un mouvement féministe qui lutte pour l'égalité des droits entre les hommes et les femmes, et un autre mouvement qu'on considérerait difficilement comme féministe aujourd'hui, qui dit, en fait, le féminisme consiste à distinguer les spécificités de la femme et à protéger ses spécificités. Et d'après ce mouvement féministe-là, qu'on appelle le mouvement féministe dualiste, la spécificité de la femme, c'est d'être une mère. Et donc, ça va lui assigner un rôle. En fait, ça, pour nous, aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui sonne très féministe. Et donc là, vous voyez, en fait, que le féminisme est complètement éclaté, qui peut suivre des directions différentes. D'accord. Alors, du coup... À partir de quelle année le féminisme, du coup, en tant que combat et pas comme mot, a commencé à occuper une place vraiment importante au sein de la société française et pas à être considéré comme un combat un peu perdu? Alors, donc là, ce dont je vous parle, c'est pas uniquement la société française, c'est plutôt la société occidentale. Voilà, les États occidentaux. Je peux pas vous donner une année en particulier. Par contre, en effet, c'est un peu précédent, donc l'apparition du mot, en 1872, c'est au cours du 19e siècle. D'accord. Et est-ce que quand est apparu le terme féminisme, on était en avance ou en retard sur les autres pays? Est-ce que les femmes commençaient déjà à vouloir plus de droits dans les autres pays ou pas? Alors, je peux pas vous dire précisément par rapport aux autres pays. Il va y avoir des périodes où certains pays vont être en pointe par rapport à d'autres. Donc, un moment qui est important pour tous les débats autour des droits des femmes, etc., en France, ça va être le moment de la Révolution française. Où justement, c'est l'occasion de discuter beaucoup de l'égalité entre les individus. Et du coup, en questionnant l'égalité entre les individus, on va questionner les droits des femmes, comme on a questionné les droits des esclaves, etc. Et d'ailleurs, vous avez en 1791 Olympe de Gouges qui rédige la Déclaration universelle des droits des femmes, donc dans la mouvance de la Révolution française. Il y a quelques droits qui seront obtenus à ce moment-là. Il y a par exemple le droit au divorce en 1792. Là-dessus, on va revenir sur tout ce qui avait été accordé aux femmes à ce moment-là. Sous la société napoléonienne, les choses vont se durcir très fortement et tous les droits qui avaient été obtenus vont être perdus. Et alors que vous avez d'autres moments où ça va être d'autres pays qui vont être plus en pointe. Au cours du 19e siècle, par exemple, il y a pas mal d'écrits féministes dans les romans au Royaume-Uni. Donc Jane Austen, les sœurs Brontë, etc. Elles, ce qu'elles font dans leurs romans, c'est qu'elles décrivent les conditions féminines et dans ce qu'il y a de difficile, d'après elles. Et c'est une manière de s'exprimer sur cette question-là. Donc il va y avoir des moments selon les pays. C'est pas forcément linéaire. D'accord. Du coup, moi, je voulais savoir votre avis. Est-ce que pour vous, il y a une avancée pour les femmes qui se démarquent des autres, comme le droit de vote ou plutôt le droit d'avorter, des trucs comme ça? La question n'est pas facile pour plusieurs raisons. Elle n'est pas facile parce que, comme je le disais à l'instant, à mon avis, c'est pas quelque chose qui est linéaire. C'est-à-dire qu'on part pas d'un point A pour arriver à un point B et il n'y a que des progrès. Il peut y avoir des périodes où on a des régressions, c'est-à-dire qu'on avait avancé sur certains points et on en perd d'autres. Je vous dis que c'était difficile pour plusieurs raisons et je ne me souviens plus de la seconde. Ah oui, parce que non plus c'est pas uniforme. Là,
y a certains pays qui viennent d'obtenir des droits récemment. Si je me trompe pas, l'Argentine, mais je suis pas sûre, un pays d'Amérique latine qui vient d'obtenir le droit à l'IVG. Donc vous voyez que c'est pas universel. Ce qui me semble être un progrès, mais là vraiment très actuellement, et en ce moment, c'est à mon avis la libération de la parole des femmes vis-à-vis des violences qu'elles subissent, de tout un tas de la société en général en fait. Je parle pas juste des violences physiques ou des violences conjugales, d'un ensemble de violences, donc cette libération-là. Et justement, le fait que les jeunes s'en emparent, à mon avis, c'est un vrai progrès. Et je suis vraiment contente que vous veniez m'interroger là-dessus. Ce qui serait un progrès supplémentaire, à mon avis, c'est que les garçons s'en saisissent. Après, il y a des garçons qui... Oui, non, mais j'ai noté. Et du coup, quelles sont les revendications les plus importantes aujourd'hui en 2020 ? Si je vous dis l'égalité, ça va rester vague. Oui, c'est sûr. À mon avis, ce qui est important, c'est la prise de conscience d'un ensemble de normes qui sont des normes de domination masculine de société patriarcale, et du fait que ces normes, il faut être capable de s'en détacher. En fait, il ne faut pas oublier que, y compris les femmes ont intégré ces normes, y compris les féministes. Parce que c'est normal, on a vécu comme ça, on nous a appris ça, etc. Donc à mon avis, je ne sais pas si c'est une revendication, mais ce que j'appellerais de mes souhaits, c'est que les femmes prennent conscience de ces normes à chaque fois qu'elles y sont confrontées, parce que ces normes sont profondément injustes, mais aussi que les hommes en prennent conscience, parce que ces normes les enferment eux aussi. Même si ça leur donne une position dominante, etc., ça les empêche de se libérer d'un certain nombre de normes et de carcans. Est-ce que vous pensez que le fait que maintenant il y a les réseaux sociaux, ça aide à partager ce message d'égalité ? Alors oui, je pense, mais attention, parce que les réseaux sociaux, sur la question du féminisme comme sur les autres questions, vous savez qu'il y a un biais cognitif, c'est-à-dire que si vous êtes intéressé par la question, vous allez suivre des comptes, etc., et vous allez avoir l'impression que vraiment tout le monde en parle, voilà. Mais en réalité, il y a plein de personnes que ça n'intéresse pas et qui vont pas du tout être touchées par ça. Donc oui et non, en fait. Est-ce que les gouvernements, aujourd'hui et avant, ils réagissaient plutôt bien ou mal ? C'est-à-dire bien ou mal ? Est-ce qu'à l'apparition du féminisme, ils trouvaient ça plutôt bien, que les femmes, elles essayent d'avoir plus de droits ? En général, les revendications, elles étaient acceptées, il y a eu des changements de loi, des choses comme ça. Oui. Ça va dépendre des périodes. Vous avez des périodes où il y a eu un certain nombre d'avancées. C'est la France de Giscard d'Estaing, par exemple, où là, il fait partie... c'est un des présidents de la République qui dans son gouvernement, va avoir des ministres femmes. Simone Veil, elle va défendre la question de l'avortement. On va légaliser la pilule contraceptive. Le gouvernement a impulsé ça. Mais il faut savoir que ça a été très difficile. Lors des débats à l'Assemblée, Simone Veil a été beaucoup chahutée par les députés qui étaient présents à l'Assemblée. Il faut savoir qu'elle a été déportée dans des camps de concentration. Et par exemple, quand elle était dans les débats à l'Assemblée, on l'a accusée d'être une nazie, parce qu'elle défendait l'avortement. Donc ça a été très difficile, et parfois les gouvernements ont impulsé quelque chose en faveur du droit des femmes, mais une partie de la société n'était pas prête à l'entendre, et là on voit que les députés n'étaient pas prêts à l'entendre. Donc il y a parfois comme ça un espèce de décalage. Et est-ce que selon vous, des progrès sont-ils encore à faire ? Est-ce qu'ils vous apparaissent comme une nécessité ? Il y a d'énormes progrès à faire, et ils sont absolument nécessaires. Quand la parole des victimes de violences, elle est clairement pas assez recueillie, elle est pas entendue. Les féminicides, ils sont encore très nombreux. Les viols, y compris les viols conjugaux, c'est vraiment très nombreux. Et en fait,
les femmes, elles portent peu plainte parce qu'elles savent très bien que quand elles vont porter plainte, leurs paroles vont pas être entendues et que ça va être encore plus difficile pour elles de pas être reconnues comme victimes. Et ça, il y a vraiment d'énormes progrès à faire sur cette question-là.